Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je voulais parler de l'action United Health Group UNH qui a perdu la semaine dernière quand même 25%, donc de 600 $ à 450 $. Donc dans cette vidéo je vais vous dire si, si suite à cette baisse c'est une action qui m'intéresse à acheter ou non. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il y a eu une baisse aussi brutale? Parce que 25% c'est quand même pas tous les jours. Donc les raisons, déjà ils ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour 2025. Ensuite, il y a une augmentation inattendue des coûts médicaux, donc les dépenses liées surtout aux patients du plan Medicare Advantage ont augmenté à un rythme 2 fois supérieur aux prévisions, surtout pour les consultations externes et les visites chez les spécialistes. Et puis, c'était la première fois depuis 2008 que l'action a déçu sur ses bénéfices. Donc les entreprises font toujours des prévisions de bénéfices pour le trimestre prochain, et ensuite on regarde est-ce qu'ils ont fait mieux ou moins bien. Bon, c'est quelque chose que je regarde pas du tout. Quand on investit à long terme, je pense que ça fait partie justement du bruit dont on n'a absolument rien à faire. Et là, en l'occurrence, quand on regarde les chiffres, on voit que donc ils ont fait 7,2 $ de bénéfices par action, et les attentes étaient à 7,29. Voilà, donc 7,20 au lieu de 7,29. Donc première déception sur les bénéfices depuis 2008. Mais bon, je sais pas si vraiment l'entreprise est en danger pour une déception de 9 centimes sur 7,29 €, quoi. 7,29 $. Donc United Health, c'est pas une entreprise que je connais en profondeur, mais en tout cas en regardant là les raisons qui ont causé cette baisse de 25%, ça m'a pas l'air d'être des problèmes long terme, ça m'a l'air d'être des difficultés court terme. Et comme ça, à première vue, ça m'indique pas un danger particulier sur l'entreprise. Donc maintenant, on va regarder, est-ce que, selon moi, c'est un bon investissement maintenant. Donc on va regarder ça sur Gram. Et juste avant, j'ai dit que c'était une entreprise que je connaissais pas en profondeur. Et justement, dans le process d'investissement, je fais attention à comment j'utilise mon temps, et j'ai pas envie de perdre mon temps à me renseigner pendant des heures et à lire je ne sais combien d'articles ou de transcripts comme ça d'entreprises. Si je sais que de base, il y a certains critères qui sont vraiment nécessaires pour moi, qui sont pas remplis. Je creuse que quand vraiment je pense que ça vaut le coup, parce que sinon c'est juste de la perte de temps. Donc on va regarder si pour UNH ces critères-là sont remplis. Donc si je regarde la croissance du chiffre d'affaires, je veux qu'elle soit dans l'idéal supérieure à 10% par an. Là on voit que c'est le cas, la moyenne, que ce soit sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, elle est de plus de 10% par an. Donc ça c'est ok pour moi. Ensuite je regarde la croissance du free cash flow, donc ce qui reste quand on a enlevé toutes les dépenses du chiffre d'affaires. Et là on voit que c'est moins bien. Ça veut dire qu'il y a une réduction des marges sur les dernières années, puisque sur 5 ans on est à 5%, sur 10 ans on est à 12%, ça ok, mais sur 20 ans on est à 9%. Donc ça semble indiquer typiquement, quand on a une croissance du free cash flow qui est plus lente que celle du chiffre d'affaires, que les marges ont plutôt tendance à baisser, ce qu'on va vérifier juste après. Après je regarde le free cash flow par action. Dans le cas où il y a des rachats d'actions ou des émissions d'actions, ça peut du coup varier par rapport au free cash flow, et c'est ça qui va se rapprocher le plus de la performance de notre investissement à la fin. Et on voit que c'est légèrement plus rapide que la croissance du free cash flow, ce qui indique qu'il y a eu des rachats d'actions, mais on est encore en dessous des croissances du chiffre d'affaires, donc on va voir ça juste en dessous. Alors on a ici le ROCE, donc c'est simplement le retour sur investissement interne de l'entreprise. Donc là on voit que par exemple en 2024, s'ils réinvestissaient 100 $ dans l'entreprise, ils généraient 11,22 $. Ce qui est correct, mais c'est pas incroyable. La plupart, voire toutes les entreprises que j'ai, sont au-dessus de 20%. Et là, on voit que leur plus haut en 2020 était à 17. Donc ça, pour moi, c'est pas assez. Ensuite, je regarde les marges. Donc la marge brute, c'est quand on enlève juste ce qu'on appelle le coût des ventes. Donc c'est avant d'avoir enlevé les dépenses de marketing, les dépenses de recherche et développement, tout ça. C'est juste les dépenses qui permettent de faire les produits ou de pouvoir livrer les services, quoi. Donc là, ce qu'on voit, alors le niveau de marge brute, il est pas très bon quand même. 20%, 20-25% de marge brute, ça fait quand même faible, parce qu'après ça laisse, comme son nom l'indique, assez peu de marge de manœuvre. Quand tu penses qu'une entreprise comme Booking a 100% de marge brute, il y en a qui ont dans les 70, 80, 90. Là, on est un peu au-dessus des 20. Et surtout, autre point négatif, c'est que la marge brute, elle est en déclin à long terme. Et peu importe l'échelle de temps qu'on prenne depuis les années 90 ou qu'on prenne depuis il y a 10 ans, on est en baisse. Ce qui est un mauvais signe. Donc en plus d'avoir des marges brutes assez faibles, elles sont en déclin. Et ensuite, la marge du free cash flow. Donc là, pour le coup, après, on va enlever toutes les dépenses. Là, on est vers alors ça dépend, on va entre 5%, on est entre 5 et 8%, et je cherche dans l'idéal du minimum 10%, et les actions que j'ai sont plutôt vers les 20, 30, 40%. Donc, on est bien en dessous. Donc là, c'est plus bas que ce que je recherche. Ensuite, si on regarde s'il y a des rachats d'actions,
il y en a un petit peu, donc ok. Là, ce qui compte surtout, c'est qu'ils ne diluent pas leurs actionnaires, donc qu'on ne voit pas le nombre d'actions qui augmente. Et puis, il y a un dividende qui augmente régulièrement avec un taux de distribution qui est à 50%, donc ça, ok. Et niveau cash et dette, ça n'a pas l'air de poser problème. Ils peuvent la rembourser en 2 ans et demi de cash flow. Donc ça, ok. Et donc, qu'est-ce que je déduis de tout ça? Et bah, comme souvent dans mes vidéos, c'est une entreprise qui m'intéresse pas, et donc c'est pour ça que j'ai pas jugé que c'était une bonne utilisation de mon temps d'aller creuser plus loin, puisque je veux trouver des actions que je vais avoir envie de garder à long terme, c'est-à-dire je veux au moment où je les achète, avoir la volonté de pouvoir les garder toute ma vie, ou au moins grand minimum 10 ans. Je considère que 10 ans c'est le début de ce qu'on peut appeler le long terme, le tout début du long terme, mais je réfléchis même plutôt à horizon 20-30 ans. Et donc sur des périodes de temps aussi longues comme ça, ce qui va être le plus gros indicateur de ma performance, c'est est-ce que l'entreprise va être capable de faire croître sa valeur intrinsèque exponentiellement suffisamment vite, et plus vite que mon alternative qui serait un ETF du S&P 500. Et alors UNH, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, hein, c'est quand même bien au-dessus de la moyenne des entreprises à mon avis, mais pour moi ça reste pas suffisant. Il reste tellement d'entreprises que je trouve supérieures que en fait aujourd'hui, si je compare UNH aux entreprises que j'ai déjà, bah je me dis que je serais juste en train en fait de réduire la qualité globale de mon portefeuille. Donc c'est pour ça que je trouve que ça vaut pas le coup. Et pourquoi je dis ça? Bah, c'est surtout le fait que donc déjà les croissances du free cash flow et du free cash flow par action sont pas suffisantes à mon goût. La marge brute est en déclin et en plus elle est faible, quand même 21%, ça m'embête. Et même le ROCE est faible. Et quand une entreprise a un ROCE qui est pas super élevé, bah, son seul moyen de croître plus vite, ce serait de s'endetter ou d'émettre des actions, donc de diluer ses actionnaires. Et donc, bah, dans les deux cas, ça m'arrange pas en tant qu'actionnaire. Donc c'est pour ça que le critère le plus important, c'est déjà d'avoir des ROCE qui sont élevés. Du type au minimum 15 ou 20% et de manière consistante sur le long terme, pas juste sur un trimestre exceptionnel. Et donc dans ce type de situation, et bah, ça vaut pas le coup d'aller à l'étape suivante et d'aller voir la valorisation. Pour moi, la valorisation, c'est une étape qui vient en tout dernier en fait. Une fois qu'on se dit, cette entreprise, vraiment, elle mérite mon attention, j'aimerais vraiment l'avoir dans mon portefeuille. À ce moment-là, on regarde si le prix actuel est attrayant. Mais je commence jamais par le prix. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit que acheter du UNH aujourd'hui c'est une catastrophe absolue. Je dis juste que par rapport à mes objectifs de performance, je pense que ce sera pas suffisant avec du United Health. Donc encore une fois, je parle d'une action que j'achète pas. Et justement, la dernière fois, j'avais eu un commentaire encore. C'est pas la première fois que j'ai ça, de quelqu'un qui me disait, au lieu de nous parler d'actions à ne pas acheter, est-ce que tu veux pas plutôt nous parler d'actions à acheter? Et donc, il y a un problème avec cette expression déjà, action à acheter. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'action à acheter. Il y a les actions que j'achète et pourquoi je les achète, les actions que tu achètes et pourquoi tu les achètes ou pas. Mais le concept d'action à acheter, je pense que ça vient du fait d'avoir été mal habitué avec tous ces contenus, 5 actions, les 5 actions du mois, 5 actions en solde. Mais malheureusement, l'investissement, je pense pas que ça marche comme ça. Il n'y a pas 5 actions à acheter tous les mois, il n'y a pas des actions en solde tout le temps. Et de ce que j'ai appris, il vaut mieux être ultra sélectif. Il n'y a vraiment qu'une minorité d'actions qui sont achetables. Et en plus, il y a peu de moments où ces actions achetables sont achetables. Là, ça fait plus de 3 ans que j'investis, et en 3 ans, j'ai maintenant 7 actions. 7 en 3 ans. Donc évidemment, je peux pas donner tout le temps des actions à acheter, même si l'expression à acheter veut rien dire, mais en tout cas des actions que j'achète. Et aujourd'hui, j'en ai 7 et en tout, j'en ai acheté 8, donc une que j'ai vendue. Donc voilà, faut pas s'attendre. C'est sûr que si vous voulez des actions à acheter tous les mois, ou des actions en solde toutes les semaines, c'est sûr que ça va pas être la bonne chaîne et vous allez un petit peu... Il y en a qui vont s'ennuyer, quoi. Ce que je préfère, c'est plutôt essayer de transmettre une philosophie d'investissement et un processus d'investissement pour que les gens soient autonomes. Parce que si c'est important pour soi d'avoir des bons résultats en investissement, peu importe son objectif, que ce soit pour se mettre en sécurité pour la retraite ou bien pour pouvoir prendre sa liberté et arrêter de travailler à un moment donné, si on prend ces objectifs-là au sérieux, on doit prendre l'investissement au sérieux, et si on prend l'investissement au sérieux, on doit devenir autonome, et pas juste attendre qu'il y ait des gens sur YouTube qui nous donnent 5 actions en solde à acheter. Donc voilà pour cette vidéo, et pour ceux qui veulent utiliser mon site Gram que j'utilise pour sélectionner mes actions, vous avez le lien en description. Vous aurez accès aussi à la communauté privée et à toutes les pages, donc ici les documents financiers, les 3, avec le résumé des chiffres principaux que je regarde sur la page d'accueil, les transcripts pour voir un petit peu ce que disent les dirigeants de l'entreprise et les questions des analystes, l'onglet qualité qui résume les 6 critères que je regarde et est-ce qu'ils sont validés ou non, et l'onglet valorisation pour voir si l'entreprise semble chère ou pas chère. D'ailleurs que je suis en train là de retravailler, donc ça devrait sortir bientôt. Si vous voulez accéder à ça, vous avez le lien en description et qui s'affiche sur le bouton au milieu de l'écran. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.